Au début de ma carrière, j'avais un mental de psychopathe. Je pense qu'avant, j'étais un peu con. Un gars dans la rue que tu croises et tu te dis j'aime pas du tout ce que je fais. Je lui mets un coup de boule et puis je prends ça. Avec Doumbé, qui est un combattant d'exception, puis il y aura toutes les critiques qui se mangent, tu fais OK. Il y a un surnom que je déteste, c'est de dire ouais, tu combats un plombier. Ouais, après tu peux dire que je suis un connard ou même c'est une on a rien à foutre. Dans la rue, ça va être des tueurs. Ah ouais. Ils ont quelque chose en eux qui débloque. Le mec, il a une sale tête. C'est top 10, je le voyais prostré, en sang, la tête basse. Tu vois, rien que d'en parler, ça me met la chair de poule. Et comme disait Maximus, n'êtes-vous pas assez divertis? Greg, on est très content de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation, les gars. L'équipe avait hâte de cet épisode. Tu viens en plus de finir, on a timé cet épisode juste après ton combat, parce qu'il fallait que tu sois prêt pour ce combat. Félicitations d'ailleurs pour la victoire. Ça va, j'ai pas pris trop de coups. Une petite croûte ici. Ah ouais, ok. mais pas grand-chose. C'est pas pour ça que tu me C'était clean. Non. Pourquoi à ton avis, du coup? De quoi, la casquette? Pourquoi je la mets? Pas qu'on te reconnaisse dans la rue. Bien. Waouh. Il est fort, hein. Oui. Donc c'est vrai que Greg est très connu, donc on va même pas le présenter parce qu'il est très connu aujourd'hui, mais on va voir un aspect intéressant, c'est la partie préparation mentale en plus du côté sportif. Et moi je voulais démarrer par une question, c'est le MMA est devenu quand même un sport qui a pris une place importante. Pourquoi il a ce succès le MMA en fait? Bon, je pense que c'est assez simple. Hein. C'est le MMA, ça représente un peu la quintessence des sports de combat. Oui. C'est très visuel, les règles sont minimalistes. Pas besoin d'être un expert pour apprécier. Et voilà, c'est ce qui se rapproche, à mon sens, le plus d'un affrontement entre deux hommes, quoi. Je suis tombé amoureux de ce sport tout de suite. Ça mettait en opposition différents styles d'arts martiaux, différents sports de combat les uns contre les autres. Et puis ça répondait à cette question justement, c'est qui le plus fort? À chaque fois on se posait la question, bon, c'est qui le plus fort entre un hippopotame et une girafe? Entre un ours et un éléphant, ouais, voilà. Et là, ça répond vraiment à cette question. Finalement, Kung Fu n'est pas très fort. Hein. C'est pas très fort. Mais c'est vrai que c'était, je me rappelle les premières cassettes justement de Ultimate Fighting à l'époque, où c'était ça la grande question. Tu avais des experts, un peu comme dans le jeu vidéo Street Fighter, des experts de chaque discipline qui venaient s'affronter. Et à chaque fois, c'était... genre karaté contre judo, ouais. Des choses comme ça. Et Là. à chaque fois, c'était les Gracie, donc c'est du jiu-jitsu brésilien, qui gagnaient parce qu'ils amenaient tout le monde au sol et qui les pliaient, quoi. Là, on est sur une chaîne de business, donc tout de suite, on peut parler de business. C'est que l'UFC, ça a été créé pour faire de l'oseille, d'une part, et d'autre part, pour promouvoir le jiu-jitsu brésilien, des Gracie. Donc les mecs avaient sélectionné spécifiquement des adversaires que les Gracie pourraient vaincre facilement, entre guillemets. Donc c'était Rorion Gracie qui avait mis ça en place, il avait dit, bon, on va prendre un boxeur, un mec du kung-fu, un karatéka, un judoka. Et il savait d'avance que ça perdait. Ouais, parce que si tu n'as pas les connaissances du combat au sol, tu te fais plier à 90%. Quoi. Alors avant de continuer, on a un invité surprise. Peut-être que tu veux en parler un peu. Il n'est pas surpris, il s'est incrusté tout de suite, hein, on l'a vu. Ça c'est Julien, c'est mon sauce, c'est mon alter ego. Voilà, il est très beau. Et puis, voilà. D'habitude, c'est un couple. Il est où l'autre moitié, elle est où? L'autre, c'est sa chérie, parce qu'il s'est emmerdé, donc on lui a offert une chérie. Mais là, ils sont embrouillés hier soir, donc... Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là, finalement. Non, ouais, mais elle n'est pas très média, donc Julien, par contre, lui, il adore se montrer. La lumière. Si je le montre pas, il se vénère. Et Anthony, aujourd'hui, est là aussi pour cette conversation-là. Donc Anthony suit pas mal. Le combat, il l'a vu en live, Anthony. Nous, on était en train de bosser, on n'a pas pu regarder. C'était rapide finalement le combat ou pas? Je sais pas, t'as aimé? Moi j'ai beaucoup aimé et en fait on se dit ça a duré 4 minutes environ, un round. Ouais, 5. En fait en tant que spectateur ça paraît très court, mais quand on est dans la cage c'est très long j'imagine, et surtout dans les moments où on a l'impression qu'il se passe rien. Je pense notamment au début, vous êtes au sol sans trop de mouvement, mais on sent que c'est très technique. Toi, comment tu l'as vécu justement ces 5 minutes? Moi finalement c'est passé aussi assez vite. C'est quelque chose dont j'ai l'habitude d'être en opposition avec des gars. À l'entraînement, c'est tous les jours presque. Un gars qui me saute dessus, qui me tape dessus, qui veut m'étrangler. Donc je suis presque à la maison. Ouais. Quand la cage se ferme, c'est sûr, on a l'adrénaline parce qu'il ne va pas falloir se louper parce qu'il y a des gens qui te regardent. Mais in fine, je fais ce que je fais comme d'habitude, sauf qu'il y a du monde autour et que c'est filmé, quoi. Et qu'il faut gérer plus de stress que l'entraînement, parce que là, il y a un enjeu, quoi.
Ouais, mais le stress, ça se gère. J'ai mon préparateur mental, Steph Gentis, il m'aide beaucoup en ce sens. Et il m'a donné des clés à la fois De bras. des clés de bras, ouais. Non, lui, c'est quelqu'un d'autre. Mais des clés à la fois au niveau de la respiration et des projections mentales qui aident énormément à se déstresser et à être en pleine conscience pour la victoire, justement. D'ailleurs, on va mettre le lien vers la vidéo qui résume un peu le making-of de ce combat et qui montre les highlights du combat. Et moi, ce qui m'avait choqué dans les highlights, c'était le coup de coude. Je demande à l'arbitre, avant le combat, est-ce qu'on a le droit à ces coups de coude désormais? Parce que c'est nouveau. Ils ont été bannis pendant longtemps. La seule défaite de John Jones, c'était parce qu'il avait mis ses coups de coude justement à quelqu'un. Il avait été disqualifié. Et je sais qu'ils l'ont remis au goût du jour, donc j'ai demandé est-ce qu'on a le droit, et on m'a dit pas de souci. T'as reconfirmé. Ce qu'on appelle les coups de coude midi 6h. C'est une horloge de midi à 6h, tu frappes comme ça. Et en fait, ils sont hyper violents et dangereux, c'est pour ça qu'ils les avaient plus mis. Bah, t'imagines si on te met un melon ou une pastèque, et on te dit tiens, casse-la. Donc tu vas dire bon, je vais frapper comme ça, c'est un peu mou, comme ça je peux me casser le poing. Tu parles, hein. Ouais. Oh, sinon tu prends. Sinon, tu prends ta On aurait pris voiture. un couteau, mais... Ok. Et tu te dis bon, comment je vais la casser? Pas de coup de boule. Bon, bah comme ça, c'est ce qui te semble le plus logique. Tiens. Oui, c'est vrai. Le coup de coude, c'est une arme létale. Quand tu commences à en prendre, ta jauge de motivation elle baisse d'un coup. Ouais. C'est vraiment une arme fatale qu'on retrouve beaucoup en boxe thaï. C'est le coup de coude. Ça, les boxeurs thaï, ils adorent l'utiliser parce que ça coupe. Et puis c'est une partie osseuse très dense. Ouais. Et voilà, à l'instar du coup de genou, tu peux en mettre autant que tu veux. Il y a peu de chances que tu te blesses. Par contre, l'autre, il va ressortir pastèque. Clairement. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu justement sur ce que tu dis sur Steve, parce que dans cette vidéo d'Inside de ton combat, on voit que, alors je ne sais pas si c'est représentatif de toute ta préparation, mais vous passez beaucoup de temps sur la préparation mentale, sur la respiration, ce que tu disais sur les visualisations. Est-ce que tu peux en parler, toi, depuis quand tu fais ça? Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose et qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Depuis quand c'est important? Parce qu'on a l'impression dans la vidéo que c'est des techniques plus avancées qu'avant. Comme s'il y avait une évolution. Avant, c'était moins mental et maintenant ça... C'est-à-dire qu'au début de ma carrière, j'avais un mental de psychopathe. Je voyais pas vraiment le danger parce qu'on est jeune et tout, donc on y va pleine balle et advienne que pourra. Qui plus est, j'avais un très bon cardio, donc je pouvais être expansif quand je combattais. Oui. Je pouvais y aller à fond et mon corps y suivait. Maintenant, à 47 ans, ça n'a plus rien à voir. Je mesure les dangers à chaque fois que je monte dans une cage ou sur un ring, et mon cardio, c'est plus le même. J'ai pris du poids qui plus est, donc tout ça, ça fait que voilà, je suis moins bon physiquement et mentalement, j'ai plus conscience du danger. Donc, tout ce que je fais, c'est une mise en danger de ce que je peux représenter pour les hommes en général. Tu vois, les hommes, ils ont ce fantasme du combattant. Putain, j'aimerais bien être comme lui. Il ose y aller, il va dans une cage. Donc, j'ai beaucoup à perdre. Et en ayant conscience de ça, ça me met un stress de fou. Et c'est ce que je dis à Steve. Là, je lui dis, là, j'ai le ventre qui est tendu. J'arrive pas trop à respirer. Et j'ai peur. Donc, ça, c'était pendant l'entraînement, on le voit. Ouais, je lui dis, j'ai peur. Parce que le mec, il a une sale tête. Il a 40 combats professionnels. Il était classé top 10, je crois, au Brésil. Ah ouais. Il avait une ceinture dans une organisation plutôt bonne. Il avait quel âge, lui? Mon âge, 47 ans. Okay. Donc c'est un mec qui avait de la bouteille. Il était comme moi, c'était le même en fait. Et du coup, j'avais peur. Donc je le dis à Steve. Et puis avec ses exercices de respiration, il a plusieurs... il tire ça de plusieurs systèmes respiratoires. Et la visualisation, pareil, il me dit, bon, visualise-toi en train de gagner, cette technique particulière qui te permet de gagner. Et à la fin, j'ai imaginé pendant tout mon camp d'entraînement Claudio Rocha dominant, puissant. Et à la fin, à chaque fois que je l'imaginais, je le voyais prostré et en sang, la tête basse. Et ça tu vois, rien que d'en parler, ça me met la chair de poule. Wow. C'est vrai en plus. Et tes bras, c'est bon. Bonne technique. Il y a un contraste ici d'ailleurs.
Non. Non, et après, je le voyais prostré. Et ça me donnait un boost d'énergie, de confiance. Et quand tu as confiance, il y a tout qui passe. C'est dès que tu es dans le doute, tu hésites. Tu y vas à moitié, tu combats à moitié. Tu frappes à moitié. Mais quand tu n'hésites plus, tu vas pleine balle. Et c'est pour ça, quand j'étais en dessous, mon regard, il était neutre. J'étais pas paniqué. Je t'arrête 20 secondes. Je suis Rassem Flazi, président et cofondateur de Legal Place. Aujourd'hui, Legal Place, c'est le moyen le plus facile en France pour créer ta société. Si tu veux créer ton entreprise, il y a un code promo qui s'affiche en bas de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description pour utiliser le service. Mais avant les exercices, tu avais une vision inverse, quoi. Tu avais une vision de tu vas perdre, il est trop fort, il est dominant. Je le voyais dominant. Et c'est en t'exerçant que tu arrives à renverser cette image-là. Ah oui. Wow. Et c'est quoi concrètement les exercices? Il y a des choses qu'on peut partager avec les gens, qu'on peut faire nous de notre côté, Ouais, bah c'est la respiration, comment il appelle ça, une respiration tantrique, Wim Hof, respiration carrée. Donc voilà, il y en a plusieurs. Et puis concernant la visualisation, bah c'est pareil, t'imagines réussir, mais il faut te l'imaginer vraiment. Il utilise les bons mots pour que cette victoire imaginaire devienne réelle. Donc c'est guidé, c'est l'exercice guidé par lui. Oui. Et à la fin, quand tu rentres, tu te dis c'est une évidence, je gagne. Ah oui. Maintenant, il faut juste donner les bons coups. Tu ressors, tu es pleine balle, tu respires bien, et tu as dans ta tête cet objectif de victoire, tu l'as concrètement en face de toi. Tu vois. Et tu as commencé à faire ça il y a combien de temps? Depuis que j'ai repris les combats. Donc 1 an et demi, quelque chose comme ça? Ouais, 2 ans. Donc en 2 ans, j'ai fait 5 combats, ce qui est beaucoup, tu vois, c'est tous les 5 mois. À mon âge, c'est dur. Et ça aide énormément. Quoi. Ta préparation pour un combat, c'est combien de temps? Ouais, entre 1 mois et 2 mois. Et ensuite, la récupération après un combat, c'est... Bon, ça dépend. Là, je ne me suis pas entraîné depuis. Faut savoir que je me suis fait mal au dos. Je me suis fait une hernie il y a il y a 6 mois, tu vois. Ah ouais. Même un peu plus, 1 an. Et là, elle est revenue juste après le combat. En fait, mon corps, il a fait, bon, ok, t'étais gainé, t'étais mentalement prêt. Et là, il te relâche. Il y a 2 jours, je me suis réveillé, j'étais tordu. Tu vois. Waouh, ok. D'où le fait que tu dis 5 combats, c'est beaucoup. Enfin, un combat tous les 5 mois, c'est beaucoup, quoi. Ouais, c'est beaucoup. C'est, en général, les combattants pros font 2 par an. Mais à mon âge, normalement, normalement on n'en fait plus. Oui. Mais là, un tous les 5 mois, c'est beaucoup. Surtout que j'ai enchaîné MMA, après je suis parti en anglaise, je suis revenu au MMA, c'est intense. Dans la préparation, dans ta vidéo, il y a 2 points aussi que je trouve hyper intéressants. Quand tu prépares au mental, ils te disent qu'il faut que tu sois relâché. Et c'est important ça justement parce qu'on a l'image dans les combats de gens qui sont hyper tendus, crispés à y aller. Et j'ai l'impression qu'ils te disent au contraire, il faut être super décontracté. Et même dans la vie, j'ai l'impression que c'est un truc qui peut être applicable. Et il y a aussi un autre truc qui m'a marqué aussi dans la préparation. C'est qu'il faut être présent. Tu n'es pas assez présent, tu n'es pas assez dans l'instant. Ancré, ouais. Ouais, ça, comme tu le dis, je pense que ça peut s'extrapoler à tous les domaines de la vie. Quand tu es stressé, quand tu es tendu, tu n'es pas fluide, tu vois. Je me rappelle de mes premières interviews, écoute, tu es en train de réfléchir, est-ce que je vais dire ci, est-ce que je vais dire ça? Tu respires mal, tu vas rentrer en plateau, c'est en direct, c'est sur Canal+, tu fais... Bon, t'es pas forcément à ton aise, tu vois. Il faut un petit temps d'adaptation pour que tu sois bien. Maintenant, ayant pris du recul, j'arrive à être bien tout de suite, à être relâché. En combat, c'est pareil. Plus tu es tendu et moins tu seras vif, moins tu seras précis. Et puis ton cerveau, pareil, il peut être pris par des images qui vont te perturber, qui n'ont rien à foutre là. Donc, quand tu combats, tu dois être présent, c'est ce que je dis souvent. Quand tu combats, c'est un des rares moments de présence totale. On dit souvent que voilà, le futur n'existe pas encore, le passé n'existe plus, il n'y a que des instants infinis de présent qui existent réellement. Et effectivement, quand je combats, je suis vraiment dans ce présent infini qui continue en permanence. Et il n'y a plus rien qui existe que le moment du pur présent, quoi. Ouais, c'est vrai que le combat, c'est peut-être le truc qui est un plus intense que tu puisses vivre, non? Parce que
tout ton cerveau le plus primaire est activé là. Exactement. Il te force à avoir une concentration la plus forte possible parce que tu es en danger physique là pour le coup. Ouais, je pense On est à l'opposé effectivement du néocortex, ce cerveau qui analyse. Mais en même temps, c'est très technique. Parce qu'en même temps, tu dois réfléchir. On a vu la séquence où tu étais sur le sol, où Anthony disait qu'on voyait que chacun d'entre vous manipulait beaucoup de technicité pour réussir à prendre la bonne position. Donc c'est à la fois primaire mais cortex, quoi. En fait, tu l'as cortiqué ton mouvement en amont, et ensuite, le jour J, tu n'as même plus à y penser. C'est des réflexes. Parce qu'il y a peut-être, quand je l'ai renversé, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 principes que j'ai mis en place et que j'ai réalisés sans le savoir, tu vois. Je l'ai fait, mon corps a fait. C'est, comme dirait Descartes, ça pense en moi, tu vois. C'est le je et le moi et qui se confondent. Oui. Donc, c'est Heidegger qui disait ça. Mais ça y est, on y vient à la philosophie. Les gens en philosophie. Anthony a écouté pas mal de tes conversations. Oui. Et donc il nous a dit on va parler philosophie dans cet épisode. Donc, je connais rien, mais lui il connaît. Non, mais la philosophie, tout le monde en fait. Oui, sans le savoir, tu veux dire. Ouais. C'est ce que disait Socrate. Tout le monde fait de la philosophie sans le savoir. Donc préparation mentale a un effet quand même réel sur la performance physique. Bah, sinon je le ferais pas. Moi, je suis pragmatique. Hein. Ouais, si ça fonctionne pas, je fais. Tu le fais pas pour la beauté du yoga, quoi. Non. Pour les postures et tout. C'est le principe du MMA. Hein. C'est le pragmatisme. Oui. C'est vraiment le sport de combat, je veux dire, qui symbolise le mieux notre époque. À la fois un métissage global, universel, mondialisé. Donc on prend tout dans le monde entier, on s'en fiche, on mélange et on en sort la chose la plus efficace. Pas forcément la plus belle, pas forcément celle qui fait le plus rêver. Non, c'est ça. Ouais. Pragmatique. Moi, je voulais qu'on revienne sur le combat. Le combat, c'est à deux, grande évidence. Et il y a beaucoup de commentaires que les gens me font souvent, les haters, c'est de minimiser les combats. Et il y a un surnom sobriquet que je déteste, c'est de dire ouais, tu combats un plombier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les gens qui dénigrent les adversaires? Bah déjà, ce qu'on peut leur dire, c'est que les gars, essayez d'être drôles et originaux. Parce que c'était marrant 5 minutes. Mais moi, j'ai peut-être fait. Mais là, c'est récurrent, c'est tout le temps. Il faut être drôle, quoi. Non. Moi, je m'en fiche. Peu importe la vanne, tu peux te faire charrier et tout. Tant que si c'est drôle, c'est marrant. Mais là, c'est lourd, là. C'est honteux, quoi. C'est comme si tu ressortais la même blague du copain. Arrête, sois original, trouve un truc. Après, ils ont cherché poseur de fibre optique, un carreleur. Alors moi, je les vois parfois qui se marrent entre eux. Je fais, ouais, bon, je vais peut-être pas passer une soirée avec eux. Donc Hugo, ça le fait rire, Hugo. Apparemment, encore. Non, c'est marrant, 5 minutes. Ouais. Mais après, bon, si tu veux me dénigrer ou dénigrer quelqu'un, fais-le un peu subtil, quoi, plus original. Et puis moi, je trouve qu'il faut quand même montrer un minimum de respect pour les gens qui vont dans la cage. Et parce que c'est quand même non, mais je vais dire, c'est une évidence. Ouais. De toute façon, moi, ça me touche pas, je m'en fous. Quand tu regardes Cyril Gane, qui est un combattant d'exception, tu regardes toutes les critiques qui se mangent, tu fais bon, ok. Après, tu regardes Cédric Doumbé, qui est un combattant d'exception, tu regardes toutes les critiques qui se mangent, tu fais ok. Bon, alors critiquez-moi, les gars, c'est normal, quoi. Mais bon. Mon premier adversaire, quand je suis revenu à la compétition, effectivement, il n'était pas ouf. Le second, il était un peu meilleur. Le troisième, il était un peu meilleur. Voilà. Là, Claudio, il tenait la route, tu vois. Il était affûté, même. Ouais, c'était un mec avec 40 combats pro. Je te dis, il avait une ceinture au Brésil qui était pas mal. Mais après, ils le savent, les gars. Ouais. Mais je vais te dire un truc. En fait, quand j'ai fait ma première partie de carrière, j'ai fini ma carrière à 5 victoires et 4 défaites. Tu vois. Donc les gens, ils disaient, Greg, ton palmarès, il est nul, t'as 5 victoires et 4 défaites. Je fais, ah bon? Ouais, mais regardez contre qui j'ai combattu. Il fait, non. Parce que j'ai combattu des tueurs à gages. Hein. À une époque où il y avait plus de dopage aussi qu'aujourd'hui. Il y avait peut-être plus de dopage. Puis j'étais un des seuls à faire ça, tu vois. Pas le seul, hein, loin de là, mais j'ai pris les top mondiaux, quoi. Les top mondiaux.
C'est pas une façon de parler. Donc, mais il me disait, ah, mais 5 victoires pour 4 défaites, c'est nul. Je dis, bon, d'accord. Donc, deuxième partie de carrière, j'engrange les victoires, puis je fais, ah, vous avez vu les gars, 9 victoires, 4 défaites. Puis là, ils font, ouais, mais ils sont nuls. Là, ça compte. Oui, là, ça compte. Donc, pile, je perds, et face, tu gagnes. Quoi que tu fasses, tu te fais critiquer de toute façon. Oui, non, mais alors c'est pas grave, parce que comme je te dis, c'est 5% de haters qui ont des grandes gueules, qui l'ouvrent. C'est le principe des réseaux sociaux. C'est que tu donnes la parole à n'importe qui. Mais quand je vais dans la rue, les gens prennent des photos avec moi. Et comme on dit, voilà, ils me lustrent le et ils sont contents, tu vois, de me voir. C'est les grands sourires et tout. T'as pas une anecdote où un gars dans la rue te croise et te dit j'aime pas du tout ce que tu fais, genre frontal comme ça? Si, je sortais d'une interview, j'avais interviewé Georges Saint-Pierre, je sors de l'hôtel, et il y avait une masse de foule, tu vois, pour Georges. Puis là, il me dit, oh Greg, c'est pas bien ce que tu fais et tout, c'est pas bien ce que tu as fait. Ah là bon, il était avec ses potes, je vais le voir. Je fais, du coup, non, mais une fois, j'ai pas aimé, mais en fait, ce que tu fais aussi, moi j'adore ce que tu fais aussi. Je kiffe. T'es bon. Bon, bah. Mais du coup, il s'est défilé ou? Non, il est resté face à moi, mais il s'est décomposé, il a changé de discours. Plus je me rapprochais, et plus le discours était gentil. Ça me rappelle un format de Greg que peut-être les gens connaissent pas tous, c'est où tu arrêtes des gens dans la rue et tu dis vas-y, faisons un combat ou frappe-moi. Est-ce que tu peux parler de ce format? Oui, bah, en fait, moi je suis un amoureux des arts martiaux, vraiment. Et là, tu parlais de self-défense tout à l'heure, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et bon, moi je me bagarre pas, moi je trouve ça ridicule. Quand on arrive aux mains, c'est que tu as perdu, en fait, déjà. Ah ouais, pourquoi? Bah parce qu'on est civilisé, on est censé ne pas se battre, tu vois. Ne pas régler au combat nos différends. Quoi, non. Bah, tu parles, quoi. Si tu es indifférent avec quelqu'un, tu lui parles. Si tu dois en arriver aux mains, pour moi, c'est que tu es un peu con, quoi. C'est quoi le format que tu faisais sur YouTube? Bah, du coup, sur YouTube, je demande aux gens de me frapper aussi fort qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. Donc il y a différents thèmes. Parfois, ils ont un couteau, parfois, ils ont les gants de boxe, les protèges tibia. Parfois, ils peuvent être même deux. Ils me disent ah bon, ouais, vas-y. Puis je leur dis donc c'est filmé, donc allez-y, les gars. Donc on commence à se. Et puis je sais pas quand ça part. Donc je leur dis parlons-nous d'abord, et puis à un moment, tu envoies ce que tu veux. Puis on regarde si tu me touches. Donc voilà, en self-défense, il y a des petites techniques qui fonctionnent un peu plus. Ce qu'on appelle la garde masquée qui est très importante, c'est-à-dire mettre les mains comme ça. Ouais. Alors pas comme ça, parce que c'est chelou, là. Ouais, t'es comme ça, tu fais « Oh, mon frérot, t'es tranquille. » Ah oui, ok. Non, mais bon, c'est pas... Tu parles un peu à l'italienne, tu vois. Tu dis hop, et puis là, tu peux bloquer le coup relativement facilement. Bah, parce que quand quelqu'un veut t'en mettre une grosse, il va l'armer de façon conséquente, et on va le voir. Et c'est ce que je dis souvent, la différence entre un expert et un débutant, c'est que l'expert, il va discriminer le plus tôt possible les micro-changements corporels qui vont donner l'indice, tiens, il va faire ça. Donc peut-être que vous auriez besoin de voir un point ici, alors peut-être que moi, j'aurais peut-être juste besoin de voir l'épaule qui bouge. Même s'il arme légèrement, tu vas remarquer qu'il est en train d'armer. Ou alors il avance son pied gauche. Tout ça, tu vas savoir qu'il va vouloir te frapper de cette manière. Mais j'avais vu un documentaire sympathique où ils avaient mis des électrodes sur le crâne d'un débutant au piano, et tu le voyais qu'il jouait une composition, et voilà, ça s'allumait partout dans le cerveau, partout. Et alors que l'expert, lui, il n'y avait que quelques petites zones qui s'allumaient pour jouer le même truc, tu vois. En fait, il n'avait plus besoin de penser. Ça allait tout seul, et quand tu te bats, c'est pareil, tac, c'est tout de suite. Tu mobilises pas tout le cerveau pour un petit... Sinon, il y aura trop de choses à voir. Et ça tue. Ouais, exactement. Tu as dit tout à l'heure que tu te bagarrais pas, que si tu trouvais ça ridicule, que c'était un peu la... Tu as déjà perdu quelque part si tu te bagarres, mais est-ce qu'on n'a pas tous une limite? Et quand on est Greg MMA, est-ce que si on atteint la limite, c'est pas dangereux pour le mec en face, quoi? Bon, oui, on a tous une limite, bien sûr. Mais voilà, le truc, c'est quand j'y vais, c'est ça, c'est dangereux. Parce que tu pètes un plomb. Et en fait, après, t'es même plus très très bon en tant que combattant.
Par contre, Parce que tu as disjoncté un peu. c'est ce qu'on appelle le mode berserk. Et là, t'es très dangereux parce qu'on t'arrête plus, quoi. En plus, ta force, elle est démultipliée. Parce que moi, je suis quelqu'un de très calme. Voilà, il y a un petit bouton à appuyer, et là, ça devient très dangereux. Tu vois, c'est comme ces femmes qui arrivent à lever une voiture alors qu'il y a son gosse en dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle, elle crée ce qu'on appelle le tétanos complet. C'est-à-dire que quand tu contractes un muscle, quand tu vas à la salle de muscu, peut-être que ton muscle il va fonctionner à 60%. Même si tu bourrines. Hein, Au max. Ton corps, il te dit non, ne va pas plus loin, si tu pourras te déchirer les tendons et les muscles. En fait, quand on atteint ce qu'on appelle le tétanos complet, tu te contractes tout, une bonne fois pour toutes, tout, et là, tu arrives à avoir une force surhumaine, quoi. Parce que tu sauves la vie ou la mort, là, tu es dans une situation de vie de mort, donc on peut se permettre de se déchirer quelque chose. Hugo veut savoir qu'est-ce qui ferait péter un câble à Greg dans une situation de... Elle est où ta limite à toi? Et Greg dit on peut pas en parler. Parce que ça donnerait trop d'indices à des malveillants, à des haters. Non, mais je sais pas. Comme tout le monde, quoi. C'est la famille, c'est tout ça, quoi. Ouais. Une attaque physique, quoi. Après, L'attaque physique, t'es en self-défense, c'est normal. Ouais, après tu peux dire que je suis un connard, ou que ma femme c'est une pute, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Même le côté Mozambique en toi, il serait pas... Il connaît, hein. Les Mozabites, c'est des ouf. Alors, il faut expliquer parce que ce que c'est pour les non-algériens. Qui sont les Mozabites? C'est les habitants au sud de l'Algérie. Et ils sont c'est à l'ancienne, soit très carré. Les femmes, c'est juste un œil qu'on leur voit. C'est vrai, hein. C'est d'excellents commerçants, par contre. Oui. Ils sont adorables. Toi, c'est ton père qui est d'origine. Oui. Très sympa. Très belle ville d'ailleurs, Gardaïa. Très belle ville, Gardaïa. Celui qui peut la visiter, c'est magnifique. Patrimoine de l'UNESCO. Ouais, c'est une merveille. C'est une des merveilles pour moi. Très beau. Ouais. Et bien guidé, quand tu rentres, c'est bien guidé la visite sur place. Ils sont organisés. Bon, moi, j'ai avec la famille, donc... Toi, t'es insider. Oui. C'est pas pareil. Mais moi, je peux visiter que quelques ruelles, parce que le reste est conservé. Et est-ce qu'il y a une culture de la bagarre chez les Mozabites? Mais les Algériens, tu sais... Après, non, les Mozabites sont quand même très diplomates. C'est le côté commerçant, etc., je trouve. Il y a d'autres endroits. Alors, t'as fait combat de rue, je sais pas si on peut appeler ça, mais tes vidéos, t'as testé en Algérie ou pas? Je suis pas fou, je suis pas crevé. J'ai déjà fait à Marseille. À Marseille, oui, elle était donc, bien. c'est... On peut avoir un avant-goût de... Et alors, est-ce que Vegeta est algérien? Clairement. Elle était bien, celle-là. Si tu le défonces, il revient. Et encore, il va revenir. Oh là là, c'est top. Et création de contenu, donc Greg Hamam est aussi connu beaucoup pour la création de contenu. Et ce qui est fascinant, c'est que dans ton histoire, tu découvres le MMA par du contenu. Alors à l'époque, c'était pas YouTube et c'était pas TikTok, mais c'était les cassettes, c'est ça, Anthony? Les cassettes, bien sûr. Donc via du contenu, tu as été inspiré et ça t'a changé ta vie en fait. Le contenu, c'est pas juste des influenceurs qui montrent leur vie à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper inspirant, c'est ancien, et quand tu vois que des cassettes peuvent changer ta vie, ça veut dire que ce que tu fais toi en contenu sur YouTube, ça a un impact sur beaucoup de gens en fait. Ouais. Au-delà du divertissement. Je pense qu'on est impacté partout en fait. On est constamment à la fois sollicité et influencé sans le vouloir. Voilà. Spinoza nous le disait, l'homme n'est pas un empire dans un empire. On ne peut pas s'extraire de l'environnement dans lequel on est. Et ce qu'on appelle penser par soi-même, ça ne veut rien dire. Personne n'est libre de penser par soi-même. On a des influences qui nous viennent d'ici ou d'ailleurs et qui nous conditionnent en tant qu'être humain. Parfois, il y a des influences qu'on accepte, d'autres qu'on rejette. Et puis voilà, c'est comme ça que tu te construis. Mais personne ne pense par soi-même, in fine. Et ceux qui m'ont influencé, voilà, c'était l'époque de Club Dorothée, donc il y avait Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant. Et moi, je regardais ces gars-là, je me disais, waouh, les mecs, ils sont forts, ils ont de la vertu, ils se battent pour le bien, ils sont résilients. Tout ça, voilà, c'est des valeurs qui m'ont aidé à grandir et faire de moi une bonne personne, j'espère. Et tu vois qu'à l'époque, c'est un peu paradoxal, parce qu'à l'époque, ils voulaient interdire ces mangas, parce qu'ils étaient jugés trop violents. Moi, je trouvais ça cool, quand on avait discuté la dernière fois, on avait parlé des formats en contenu. Donc, il est passionné de contenu aussi, il ne le fait pas pour le business à la base, il le faisait parce qu'il kiffe le divertissement, etc. Et en fait, moi, je trouvais incroyable ce format de combat de bar. Est-ce que tu peux le décrire? Comment tu as eu cette idée-là et
Comment tu le fais en fait? Que tu organises un combat ou... Ouais, bah mes concepts, en fait, il y en a 3 principaux. C'est rencontrer des champions de leur discipline, et puis les affronter en MMA, dans ma discipline. Il y a la self-défense, où je dis à la personne, frappe-moi où tu veux, Dans la rue d'ailleurs. dans la rue. Ouais. Donc il y en a un, c'est le sport, l'autre, c'est la survie, et le dernier, c'est la bagarre. Et la bagarre, voilà, c'est 2 équipes de rugby qui se retrouvent dans un bar et qui vont se taper dessus. Mais ils vont pas se tuer, les gars. Tu as vu? Et c'est pas du sport non plus. Oui. Et c'est des bagarres de bar. Et moi, j'adore ce concept où tu ramènes des gars qui vont se taper dessus, ils font une semblant d'embrouille, tu mets en place un scénario, et puis on y va, les gars. Mais le mec, il te donne 100 bars pour ça. Ouais. Il faut qu'on le salue ici. Parce c'est courageux. Bah oui, oui, oui. Et en fait, c'est l'équipe de combien des 2 côtés? Bon, ça dépend. Parfois, on fait du 1 contre 1, 1 contre 2, 2 contre 2. Et puis, c'est parti. Bon, la dernière, elle est partie un peu en sucette. Ah oui, c'est ça alors. Parce que la fin, il y a une fin qui est pas vraiment une fin, on sait pas trop. Il va y avoir une deuxième partie sur la dernière ou pas? Parce que Non, il y a apparemment, ça part un peu en vrille sur la dernière. ouais. Il y en a un qui n'a pas été très fair play. Et il a fait un coup un peu sale. Du coup, il y en a un qui s'est un peu ouvert le nez. Et moi, je suis, voilà, petit sensible que je suis. Si c'est moi qui me blesse, je m'en fous. Si c'est les gens que je ramène qui se blessent, ça me saoule. Donc ça m'a saoulé. Donc j'ai dit, arrête. Tu vas pas continuer quelque chose alors que t'en as un qui est... Eh bon, c'est pas grave, reste sur le côté, nous on continue. Je veux du contenu, je veux des likes. C'est pas ma philosophie. Le mec a eu mal, ça m'a saoulé. Je fais, allez, vas-y, laisse tomber. Mais la vidéo était belle quand même. Mais les gens ont critiqué, ils ont dit, on en voulait encore, on en voulait encore. C'est dingue, ils veulent du sang, quoi. Et comme disait Maximus, c'est ça, hein, n'êtes-vous pas assez divertis? Parfois, ils ramènent des psychopathes aussi. Ils ramènent des mecs, des anciens militaires. Ah, je connais certains gars, il faut pas les emmerder. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des différences entre le sport, la survie, la bagarre. Oui. Et moi, je connais des gens dans les 3 domaines. Oui. Donc les sportifs, c'est facile. La survie, c'est Self-défense. ouais, mais parfois c'est des militaires ou des gens qui ont fait des trucs chelous, tu vois. À qui tu dis, frappe-moi où tu veux? Non, Ah. pour la survie. Et parfois, je ramène les mecs de survie dans les bagarres. Oui. Tu vois. Et parfois, je ramène les gars de bagarre dans le sport et tout, et j'essaye de tac. Oui. Et je regarde. Alors parfois, les mecs de survie en sport, ils vont pas être ouf. Mais par contre, dans la rue, ça va être des tueurs. Parce qu'ils ont quelque chose en eux qui débloque, et que toi, tu vas pas débloquer, parce que on a dit qu'on est civilisé. Oui. Mais il y en a, ils ont nos limites. Ils savent ce que c'est que la vraie violence. Alors que moi je suis un sportif. Hein. Ça se voit, je suis un gentil garçon. Il y en a, c'est... Et eux, ils ont quoi? Ils ont eu des expériences de rue, finalement, qui les ont... Ouais, mais tu sais, comme dans... Alors, j'en sais rien, mais bon, tu vois, le bureau des légendes, oui. il peut se passer des trucs chelous, tu vois. Ouais. Et ça, des trucs chelous, les gens, après, ils sont dans la rue. Tu les remets dans la rue et ils sont parmi tout le monde, quoi. Moi, je préfère combattre un mec comme moi que certains gars qui ont fait ces choses-là, tu vois. Dans la rue, il vaut mieux combattre contre moi. Parce que il y en a, ils ont nos limites. Ouais, c'est ça. Ouais. On est obligé de revenir sur la philosophie. Tu as cité Spinoza, Heidegger, plein de gens depuis le début. Et ça se trouve, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, ça fait illusion, on a tous... Oui. Ils font qu'est-ce qu'il a dit? J'ai oublié. On aura des haters fact-checkers qui vont regarder après. Et justement, j'ai cru comprendre dans ta carrière, donc tu as eu ce passage où tu as fait 5-4 dans ta première partie de carrière, et où ensuite tu n'as pas combattu pendant 17 ans, et je crois que c'est une période là où justement tu as beaucoup lu. Et c'est là où tu t'es mis vraiment dans la philosophie. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la philosophie? Qu'est-ce que tu as lu à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ça m'a tout apporté, la philosophie. Ça m'a construit en tant qu'être humain. Je pense qu'avant, j'étais un peu con, faut dire ce qui est. Pas con au sens d'être méchant, mais inconscient de la puissance de la pensée philosophique qui, au premier abord, on se dit c'est compliqué. En fait, non, c'est pas très compliqué. C'est pas si compliqué qu'on veut le croire. On pense que c'est inaccessible, quoi. Alors que c'est très accessible. En tout cas, 90% est accessible.
Voilà, après, si tu me parles de lire dans le texte Heidegger, justement, ou Kant, tu vas rien comprendre. J'ai essayé de lire Kant. Ou Nietzsche. Tu lis une page. Déjà, ça te prend 20 minutes à lire une page. Tu fermes le bouquin, essaies de résumer. Rien. Donc voilà, il y a des vulgarisateurs qui m'ont aidé à comprendre les philosophes. Non, c'est formidable. Si tu fais pas ça dans ta vie, si tu prends pas du temps pour lire et pour comprendre le monde qui nous entoure grâce à la pensée, tu te coupes d'une partie de ton existence énorme. Et si on veut commencer, là, quelqu'un qui nous regarde, est-ce qu'il y a un philosophe ou un livre que toi tu conseilles? Oui, c'est Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot. Donc ça c'est bien parce que c'est la philosophie la plus simple, la plus pragmatique. La philosophie grecque qui finalement, pour le coup, Platon dans le texte, c'est simple. Oui. C'est pour ça qu'on l'étudie d'ailleurs en terminale. Donc c'est à la fois simple et en même temps, tu as quelqu'un qui te l'explique par ailleurs. Donc là, tu as tout clé en main avec lui. Puis après, il y a des philosophes, des vulgarisateurs, il y en a beaucoup. Hein, mais, donc ça peut être André Comte-Sponville, ça peut être Michel Onfray, ça peut être Luc Ferry. Donc c'est des gars qui ont écrit des bouquins, qui t'expliquent la philosophie. Qui ont des podcasts parfois aussi. Oui. Pour ceux qui ne veulent pas forcément se taper une lecture, ils peuvent aussi écouter. Oui. On retient moins en écoutant, mais oui, c'est vrai. On retient. Et moi, ce que je fais souvent, j'ai un petit podcast et avant de me coucher, tac, ça me permet de m'évader mentalement. Oui. Et voilà. Aujourd'hui, tu consommes quoi comme contenu ? Sur YouTube, tout ça ? Non, n'importe, tout compris. Donc, tu as dit podcast. Donc, ça, c'est plus. Tu as des sujets philosophie ou. J'aime bien tout ce qui parle de théologie, Okay. Pareil de philosophie. Alors, je consomme aussi du poker, parce que ça me détend, j'aime bien. Des sports de combat, parce que j'adore ça aussi. Et puis, un petit peu d'entrepreneuriat, parce que c'est la seule chose, entre guillemets, avec laquelle je ne suis pas encore à l'aise. Il faudra que je réussisse. On parle souvent de s'accomplir en tant qu'individu. Donc tu peux t'épanouir avec ton corps, avec tes amours, mais aussi avec le matériel. Le matériel, je ne suis pas encore satisfait de ce que je pourrais accomplir. Voilà. Donc ça, il faut que je m'y attelle. Excellente transition. Exactement. Pour parler un peu de business. Quand on est combattant, toi, tu as une particularité par rapport aux autres combattants, c'est que tu es aussi créateur de contenu. Donc, tu as aussi des sponsors qui t'aident sur tes vidéos. Mais l'économie d'un combattant de MMA, c'est quoi ? Je ne parle pas de ton cas à toi. Ouais, je parle d'un pro. C'est uniquement les combats ? C'est des stages qu'ils donnent à côté ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Un pro, bon, déjà en France, il n'y en a pas des masses. Je dirais, il y en a une vingtaine. C'est quoi pro ? Dans définition. C'est quelqu'un qui vit de son sport correctement. Mais il y a des ligues où il n'y a que des pros, des tournois où il n'y a que des pros ou pas forcément, non ? Maintenant, on va être pro très vite. Il suffit que tu fasses un combat avec des règles pro et que tu sois payé. Et puis tu auras le petit... tu seras estampillé pro. Okay. Mais c'est pas pour ça que tu vas gagner ta vie. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une vingtaine de combattants français qui en vivent aujourd'hui. À l'époque, il y en avait 0. Hein. À l'époque où je combattais, ou 1 ou 2, tu vois. Mais aujourd'hui, voilà, ils combattent, ils ont une prime, ils ont des sponsors qui les aident, ça, ils font des stages, et puis c'est tout. Hein. Donc c'est très précaire, parce qu'il suffit qu'ils se blessent, et ils feront qu'un combat pas sur l'année. Oui. Et allez, un gars qui va être content, tu vois, il va peut-être prendre 60 000, je te dis un truc comme ça. Hein. Sur un combat. Ouais. Bon, parfois, il y a des Français qui vont prendre 300 000, mais il n'y en a qu'un, ou 500 000, il y en a qu'un ou deux. Mais sinon, voilà, un combattant pro moyen qui est bien, en France, les 20 dont je te parle, il va prendre 60 000, et puis après, peut-être qu'il aura des charges à payer, et puis à la fin, il lui restera
40 000, tu vois. Et Par la an, durée du coup, d'une... parce qu'il y a un seul par an, en fait. S'il est blessé, tu vois. Ah oui. Et du coup, voilà, 40 000 en un an pour combattre à l'UFC, c'est pas ouf. Et la durée d'une carrière en général, c'est quoi? 3-4 ans? Non, allez, dans 10 ans, 15 ans pour les plus énervés, quoi. Et toi, aujourd'hui, ce que tu veux développer dans ton business, c'est continuer des combats pro, faire encore plus de création de contenu, des stages, développer de nouveaux trucs. Tu vas aller vers quoi? Bah, si tu peux, sans trop dévoiler, quoi. Les combats pro, à la base, c'était aussi pour une revanche sur la vie. J'ai eu des gros coups durs, on va pas en parler là, mais peu importe. Moi, j'ai une belle vie, mais j'ai eu quelques coups durs et sales. Tu vois. Et voilà. Donc ça m'a permis de reprendre une revanche sur la vie. Ça m'a rapporté du pognon, tant mieux. La notoriété, j'en avais pas besoin. J'ai plus à perdre qu'à gagner, ma foi. Mais aujourd'hui, mes business, voilà, ils vont être... J'avais un client que j'entraînais qui m'avait bien conseillé, il m'avait dit cette phrase. Il m'avait dit, Greg, si tu veux faire un business, il faut que ton business, tu vois, ton business, toi, ce que tu sais faire, il est là. Si tu veux faire quelque chose, il faut que ce soit là. Il faut que tu dévies de 5%, mais pas plus. D'accord ? Tu es dans le sport, sois pas agent immobilier, frérot. Parce que moi, j'avais ça, je me dis, agent immobilier, tu vois, je travaille dans le 16e avec les gens en place, tu vois, je me dis, ça rapporte bien ça, tu vois. Et agent immobilier, tu te dis, non, il m'a dit non, fais pas ça. Il m'a dit, faut que ça reste dans ton domaine de compétences, surtout que tu as construit quelque chose de solide là-dedans. Je suis numéro 1 en France dans un domaine, je le sais. Et c'est rare, c'est dur. Tu vois. Donc il faut que... C'est hyper dur. Si je peux dévier un petit peu, tu vois. Donc on va réfléchir, on va être... avoir une salle de sport, je sais pas, des formations pour vieillir en forme, tu vois, des Préparation mentale aussi. Ouais, pas forcément, c'est pas ce que je Entreprise, maîtrise. Des séminaires entreprises, des films d'action, tout ça. Une marque de fringues. Non, je suis nul à ça, regarde. Moi, je suis toujours habillé pareil. Les gens vont voir le podcast et vont dire « Il est encore habillé pareil, ce Clodo ». Et oui, je m'habille toujours pareil parce que je m'en fous, en fait. C'est pas ce qui m'intéresse. Bien sûr, les exemples que je t'ai donnés, moi, ça me plaît, tu vois. Oui. Mais tu vois, là, je dis ça, et les gens qui nous écoutent, le mec, si un gars de 20 ans, il m'écoute, il va dire « Ouais, mais moi, je sais pas encore Ce que j'aime ce que j'aime faire. » Bah, là, après, on n'est pas tous amenés à être un grand entrepreneur ou un grand combattant, tu vois. Ouais. Il y a une élite, on va pas se mentir, qui ont peut-être eu de la chance, qui ont peut-être plus travaillé, qui ont eu aussi Peut-être qu'ils avaient une du revanche talent. à prendre aussi. Une revanche, ouais, aussi. Ouais. Donc c'est polyfactoriel. Mais voilà, si tu es un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans qui veut réussir déjà, il y a une valeur, quoi qu'il arrive, elle sera inhérente à tout le monde, et c'est le travail. Et ça, si tu bosses dur, comme je dis souvent, tu bosses dur, tu essayes d'atteindre le soleil, tu n'y arrives pas, parce que tu n'es pas assez doué, tu n'as pas eu de chance, bah, tu seras au moins allé sur la Lune. Et c'est déjà énorme. Mais pour ça, il faut bosser. Hein. C'est ça, la valeur travail. Ça, c'est une constante. C'est une base. Donc, faut bosser. Et en plus, si tu bosses sur quelque chose que tu aimes, et avec laquelle tu fais avec passion, là, tu ne verras pas le temps passer, et tu pourras atteindre l'excellence. Et après, l'excellence, ça se paye. Si tu veux créer ton business, ou si tu veux avoir un gars qui a déjà réussi, tu veux travailler avec lui, et ben il va déceler cette excellence, et à ce moment-là, tu pourras pérenniser justement sur ton travail, quoi. Là, tu viens d'appuyer sur la valeur travail. Je sais qu'il y a d'autres valeurs aussi qui sont hyper importantes pour toi. C'est quoi les valeurs pour arriver à l'excellence dans son domaine? Je sais que je t'ai entendu parler d'être solitaire, d'être bien entouré. Est-ce qu'il y a des trucs qui te viennent en tête, toi, que tu as pu observer chez toi ou chez des champions que tu as rencontrés?
ce que je dis quand je fais mes séminaires, la bienveillance. Ça fait très Patrick Sébastien, mais j'aime quand il parle de bienveillance, Patrick. Tu donnes 10 fois, tu n'auras rien du tout, et une fois, tu auras quelque chose en retour. D'excellent. D'excellent. Parce que les gens, ils vont se souvenir de toi. Tu donnes, et alors, le désintérêt, ça n'existe pas. On fait toujours quelque chose par intérêt, mais il faut essayer de le faire de la façon la plus désintéressée possible. Ce qui est difficile, ce qui est impossible d'ailleurs, mais bon, bref. Tu donnes, fais pas le radin, sois bienveillant avec les autres, respecte-les, ne parle pas mal dans leur dos, fais pas de coups de vis aux gens, et de temps en temps, il y aura un bon truc qui va te revenir. Et ce qui est sûr, c'est que il t'arrivera jamais quelque chose de mal si tu donnes le bien. Ça peut arriver, mais tu réduis les risques, tu vois. Est-ce que c'est le karma? C'est ce que j'allais dire. Il y avait un débat tout à l'heure. Karma. Ouais, On peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça le karma, mais bon, on va dire, tu sèmes des graines qui vont te rapporter quelque chose. Mais il y a un proverbe qui est sympa qui dit donne sans chercher à qui. Peu importe à qui, donne, sois généreux. Parle de la même façon à n'importe qui, au boss de l'entreprise et à celui qui va vider les poubelles. Sois constant. Mais ça marche aussi dans la séduction. Hein. Il faut pas tout de suite que tu ailles voir la jolie fille qui te plaît et que là tu te décomposes et celle qui te plaît pas, tu veux lui parler avec aplomb. Non. Essaye d'être constant. Un très beau livre, justement, la constance du sage, de Sénèque. Ouais, moi, j'aime cette constance. Et il n'y a rien de plus chiant que de travailler avec quelqu'un qui est la montagne russe, hein, versatile comme ça. Non, sois constant, frérot. Sois constant fiable, et voilà, fiable. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour le boulot, c'est ça. C'est vrai que ça a une valeur énorme. Mais c'est fou, non mais c'est fou. Dès que t'es un mec fiable, on compte sur toi. Un gars sûr. Un gars sûr. Ouais. Ça a beaucoup de valeur, ça. Il y a des mecs que je connais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis un jour, hop, tiens, je connais lui, je vais te le présenter. Ben voilà, tiens. Ou j'ai ce business-là, j'ai pensé à toi. Ben voilà. Mais tu n'y as pas pensé forcément, mais il faut être une bonne personne. C'est comme je te dis, on dirait que c'est des vertus qui sont désuètes. Et ça fait l'épreuve du temps. Hein. C'est le mec que tu parles, c'est ancien. Oui. Mais il y avait un proverbe aussi, je sais pas si c'est un proverbe, mais une citation qui disait que même si tu commences très petit, tu vois, au début t'es pas connu, on sait pas si t'es fiable, on sait pas ce que tu vaux, etc. Mais si tu fais très très bien ce qu'on te confie, même si c'est des très petites tâches, alors on te confiera, le monde te confiera de plus grandes choses, en fait, tu vois. Parce que tu as prouvé, même si c'est à quelques personnes autour de toi, ça va faire du bouche à oreille, on dit qu'il l'a fait de manière fiable. Donc on va dire, ok, mais pourquoi est-ce qu'on te confierait un truc de grand si tu n'as rien prouvé sur des très très petites choses, en fait, tu vois. Donc il y a des gens qui disent, non, mais c'est pas pour moi, je vais bâcler ça parce que c'est trop petit, c'est pas ma valeur, etc. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est en mode, même si c'est trop petit par rapport à ce que je pense valoir, il faut que je surdélivre le truc et on me confiera après quelque chose de grand, quoi. Et aussi, parce que ça c'est une philosophie de vie qui est très importante, c'est qu'on va dire ça, ceux qui nous écoutent, et puis ils vont appliquer ça. J'ai été gentil, j'ai fait le boulot, il ne s'est rien passé. J'ai continué, hein. J'étais gentil, j'ai fait le boulot, il ne s'est rien passé. J'ai fait le boulot, j'étais gentil, il ne s'est rien passé. Ils sont foutus de moi là dans le podcast ou pas? Non mais attends, le truc, mec, quand tu seras à la fin de ta vie, tu étais gentil, tu as fait le boulot, il ne s'est rien passé. Tu es arrivé à la fin de ta vie. Ne regrette rien, mon frérot. T'es tranquille. Oui. Et pourquoi tu regrettes rien? Parce que tu as été gentil, tu as fait le boulot comme il fallait. Tu n'as rien à regretter. C'est déjà bien, c'est déjà précieux ça. Mais bien sûr. Mais moi c'est comme quand je vais mourir, j'aurais fait le taf. Il y a des trucs qui ont fonctionné, d'autres qui ont foiré. T'inquiète pas, j'ai fait le taf. Il y a des gonzesses qui sont parties, il y a des mecs qui m'ont fait des coups de pute. C'est pas grave, moi j'étais carré, moi. T'as aucun reproche, toi? Non, entre guillemets,
Bien sûr, J'ai mais peut-être oui. fait des conneries dans ma vie. Là, je réfléchis. Oui, mais il n'y a pas un truc qui t'empêchera de dormir. Non, voilà, Ouais. voilà. On a tous fait des petites conneries, des petits trucs. Mais voilà, globalement, t'as pas été une PUTE. Tu vois, t'as été quelqu'un de droit, et que ce soit dans ton business ou dans ta vie. C'est clair. Moi, j'ai une question pour quelqu'un qu'on a oublié depuis tout à l'heure, c'est pour Julien. Julien, il est là. Alors, regarde, il sait faire les saltos. Hop là. Alors, Julien, il paraît que Greg, il fait comme toi, c'est-à-dire que T'as vu, il est très stable. il est très stable. Et tout Ferme à sur ses appuis. l'heure, il a fait le 6. C'est bien, mon frérot. Et le recadre, on voit pas qu'il atterrit sur ses pattes. Julien et Greg, vous avez un point commun. Vous êtes végétarien. Oui. On peut en parler de ça ou pas? Oui, alors j'essaye, hein, parce que parfois Tu peux être combattant et végétarien? tu te trompes, tu fautes, entre guillemets. Hein. C'est très christique de dire fauter, mais bon. On peut être combattant et végétarien, bien sûr. Il y en a qui sont végétariens et qui se mettent des piqûres de testostérone, c'est végétarien, tu vois. Parce que Hugo, il me dit, moi je mange beaucoup de protéines pour avoir des muscles. Bon, on le voit pas derrière la caméra, mais il est musclé, Hugo. Et il me dit sans viande, c'est pas. Bah, franchement, je sais pas trop. Moi, d'un point de vue empirique, quand j'étais plus jeune, j'en mangeais. Donc c'est peut-être ça qui m'a aidé à construire. Et puis maintenant, je vis sur mes acquis. Ceci dit, les végétaux, c'est moins. C'est de la protéine qui est moins biodisponible. Mais on peut effectivement se construire un beau physique en étant végétarien. Et du coup, pourquoi le végétarisme, comme ça qu'on dit? Je crois, C'est parce que j'aime pas faire du mal aux autres, tu vois. Ah, c'est pour ça, ok. C'est tout, hein. C'est pas la santé. Non, m'en fous. Hein. Non. C'est- Sinon, je boirais pas de bière. C'est vrai. Mais les autres, tu as dit les autres. Les autres, Les animaux, c'est des autres? bien sûr que c'est des autres. Ok. Alors, il y a des extrémistes ils vont dire ah, non, il faut les respecter comme des êtres humains. Bon, on les respecte pas comme des êtres humains, mais on les respecte en tant que vivants, qu'animaux sensibles, qu'êtres sensibles. Voilà. Donc, moi, ça me paraît aberrant ce que je vois là, des reportages. Ça me dégoûte. Tu vois les bœufs, ils sont massacrés. À la chaîne. Ou les porcs, ils sont étouffés. Non, mais quand on pêche au chalutier, on ramasse tout, on jette 75% à la mer. Et non, mais c'est grave. C'est déraisonnable, ouais. Et voilà, quand on a le truc dans l'assiette, on se rend pas compte. Mais il y avait un animal qui est né, qui a une vie. Ouais, qui avait de l'affection peut-être pour sa mère et tout. Il y avait une vie à faire et que nous, pour notre bon plaisir, on le tue, quoi, vraiment. Hein, mais c'est aberrant quand tu. il faut le comprendre, il faut l'imaginer, puis se dire, ah ouais. Bon. En général, les gens, ils imaginent, puis après, ils font, c'est pas grave, je bouffe. C'est bon. Mais c'est parce que tout le monde le fait, tu vois. Mais dans une société saine, celui qui serait le seul à manger de la viande, on le pointerait du doigt. Frère, tu as tué la vache, là, t'as rien fait, quoi. Bon. Alors après, c'est un grand débat. Ouais, mais l'homme est carnivore, il est fait pour... Ok, bon. Notre particularité d'être humain, c'est qu'on a la capacité à s'extraire de notre état de nature. Ouais, c'est une des premières choses aussi que tu apprends en philosophie, tu vois. C'est qu'on n'est pas des bourrins. Sinon, à ce moment-là, je sors dehors, je mets une grande tarte à la belle blonde et puis j'en fais mon affaire. Ou c'est le premier qui me casse les noisettes, je lui mets un coup de boule et puis je prends sa caisse. Ouais. Voilà, on est civilisé. Et je pense qu'on sera pleinement civilisé quand on arrêtera de maltraiter, de massacrer les animaux, quoi. C'est vrai. Je pense que c'est le sommet de l'humanisme, ça, de considérer que les animaux méritent aussi leur bien-être, tu vois. Et c'est vrai que ce qui est dérangeant dans ce qu'on voit dans les reportages, c'est surtout le côté massif. C'est que tout le monde doit manger de la viande. Donc, il faut faire de l'élevage intensif. Et il faut abattre... Si il fallait chasser pour manger ta viande, ce serait moins dérangeant. Même si tu fais du mal, mais ce serait limité. Il faut un effort. Tu mangerais une viande de temps en temps pour festoyer, tu vois, pour un truc important.
Mais pas tous les midis, soirs, dans tous les kebabs, dans chaque sandwich, il y a de la viande. Enfin, je veux dire, c'est une aberration, ça. Alors, ouais, aussi, mais bon, après, chasser pour festoyer, voilà, tu tues pas un être sensible pour festoyer ou pour kiffer, tu vois. Si tu devais le tuer Oui. parce que tu n'avais pas le choix, oui. Oui. Non, Ah oui. ça le défend, ça. Non, mais, ouais, mais, non, mais t'as pas le choix, quoi. Oui. Ouais, je suis un carnivore, Non, je peux pas vivre sans herbe. Tu vois. Oui. Donc, bah oui, je vais te bouffer, frérot. Mais nous, on peut faire autrement. Faisons autrement. Mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai. J'avais vu une stat intéressante dans ce que tu dis, c'est si tout le monde entier, donc toute la planète, mangeait autant de viande que les Américains, Mhm. il faudrait 4 planètes Terre, genre en termes d'eau, d'animaux, etc. Par contre, si tu prends l'Inde, où c'est sacré, la vache, et donc ils mangent beaucoup moins de viande, parce qu'elle est sacrée. Bref, si les Indiens en mangeaient tous comme eux, en quantité de viande, il y a besoin de moins que la planète Terre, tu vois, genre il faut la moitié de planète Terre pour pouvoir tous manger, tu vois. Ouais. Les 8 milliards d'habitants. Par contre, si on peut éviter de jeter les sacs plastiques dans le Gange, ce serait cool aussi. Pour les Indiens qui nous écoutent, ce serait bien de... Non, c'est vrai. C'est vrai. Après, chaque civilisation a ses, Oui, ses points forts et ses faiblesses, tu vois. Sans être un exemple parfait, mais ouais. bon, franchement, on est bien en France, on va pas. Même pas s'il y a une mentir. culture de la viande en France qui est forte par rapport à d'autres pays, hein. Le steak, la viande, à tous les repas, c'est Je te quand parle même... en général. Quand tu vas Méditerranée, c'est déjà beaucoup plus végétarien dans le régime. C'est-à-dire qu'il y a des plats entiers qui sont végétariens. Oh, ouais. En Grèce, Syrie, Maghreb, etc. Alors que c'est vrai que plus tu montes, plus la viande, elle devient dans tous les repas. En fait, déjà, c'est bizarre de manger 2 fois par jour de viande, non? Quand tu y penses. Alors que tu vois, par exemple, moi je sais que dans le Levant, donc Syrie-Liban, dans la religion même, dans le christianisme de l'époque, il y a le carême, entre autres, où tu dois jeûner pour arrêter la viande. Et donc, tous leurs plats traditionnels, il y a une version végétarienne qui imite la version viande. Donc, par exemple, dans leur kébé, tu vas avoir du pois chiche qui imite un peu la texture de la viande hachée. Et tu vas avoir des versions végétariennes de tout ce qui existe pour justement la période du carême où tu ne dois pas manger telle ou telle viande, tu vois. Et donc, voilà, c'est une sagesse qui... C'est des peuples qui ont compris déjà à l'époque qu'il faut limiter la viande, en fait, tu vois, parce qu'ils ont inventé ces règles religieuses de limiter la viande. Ouais, bah après, il y a d'autres bienfaits sur l'arrêt de la viande. Oui. Notamment, il y a le cancer des côlons à gogo. Ouais, c'est sûr. L'écologie t'en parlait. Mais bon, moi, je suis plutôt sur la souffrance des animaux. Moi, sans faire de relativisme, si un jour on bousille trop la planète, elle va se reconstruire sans nous, tu vois. Ouais. Ce sera une autre forme d'évolution, mais elle va se reconstruire, tu vois. Elle va purger. Ah, c'est vrai? Anthony aussi est devenu végétarien d'ailleurs, hein. Ah oui? Ouais, depuis 3 mois. Mais notamment, la discussion qu'on avait eue il y a quelques mois, ça m'avait fait. Ça a contribué à ma réflexion, ouais. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je Tu dis, m'as attends, inspiré. même s'il arrive à avoir ce niveau physique en étant végétarien, alors je crois qu'il y a Lewis Hamilton, il y a plein de sportifs de très haut niveau qui sont aussi végétariens, mais j'étais dans pas à un 20 ans, cheminement pas à depuis 18 longtemps. Ouais. Moi, je voulais parler de complètement autre chose. Là, et on va bientôt arrêter, je pense, parce que ça fait un petit moment. Là, je voulais parler de complètement autre chose. Là, tu as gagné. Tu as eu des échecs dans ta vie auparavant, dans des combats. Comment on se relève après un échec? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille? Comment on gère un échec, en fait? Un bon steak. Le mec a rien compris. Et de l'alcool. Et une bonne bagarre. De rue. De rue, bah oui. Les échecs, c'est toujours dans l'échec qu'on apprend le mieux. Ça, c'est un pléonasme, mais c'est une évidence qu'il faut rappeler. Par contre, mentalement, ça laisse des séquelles. Donc c'est à ce point de vue-là qu'il faudra travailler pour pas que ça nous bride et que ça laisse des résidus psychologiques négatifs. Donc c'est des choses dont j'avais pas forcément conscience à l'époque. C'est pour ça que je te parlais de revanche avec mes combats d'aujourd'hui. Ça m'a permis de purger justement ces énergies négatives. Finir sur une défaite, ça m'a toujours rebuté. Je suis un compétiteur, je suis quelqu'un d'humaniste, mais dans la compétition, il faut qu'il y en ait un qui soit premier et l'autre deuxième. Tu vois, il n'y a rien de plus
droitard que la compétition. On est vraiment dans le meilleur qui gagne, les autres, Il faut un perdant ils pour qu'il y ait un crèvent. gagnant, Non, mais quoi. c'est vrai. Hein. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, il faut l'assumer. Et quand tu perds, c'est terrible en sport parce que tout le monde avait les mêmes règles. Tout le monde avait les mêmes chances. T'as perdu, t'es moins bon frérot, t'es moins beau, t'es moins talentueux, que sais-je. Donc, Est-ce que ça T'as moins t'alimente travaillé. Est-ce que ça t'alimente pas dans ta... Oui. Dans l'esprit de revanche. alors, la revanche, ça c'est important. Hein. Il ne faut pas être un perdant. Hein. Moi, je tape du poing sur la table je suis gentil avec les autres, mais par contre, je veux m'imposer. C'est pas béni oui, marchez-moi dessus. Hein. C'est non, je veux m'imposer de façon courtoise. Et cette défaite, ça doit te stimuler et te pousser à être meilleur la prochaine fois. Tu peux pas finir dessus. Si tu perds là-dessus, il faut que tu gagnes là, faut que tu gagnes là, faut que tu gagnes là. Et ça c'est un état d'esprit de compétition. Je sais pas d'où ça me vient, mais j'ai toujours voulu gagner, quoi que je fasse. Quand je joue à Mario Kart, quand je fais des quiz à la con, il faut que je gagne. Alors ça, je sais pas si c'est inné ou pas, mais bon. Pour moi, C'est psychologique, ça. Hein. Ouais. Voilà, la défaite, c'est sale. Tu vois. Quand je joue au poker, je suis un fou, même si c'est pas cher. Hein. Même si on joue 50 balles, il faut que je gagne. Mais et quand tu perds, bah, tu retournes au travail et puis tu te dis bon bah à un moment l'autre était meilleur que moi, bravo. Il faut que je prouve l'inverse. Mais la prochaine fois qu'il sera en face de moi, c'est moi qui l'aurai, c'est tout. La vie, voilà, c'est comme une grenade cluster, tu la lâches et tu as plein de choses à découvrir, comme un arbre des possibles. Et moi, je ne suis pas focalisé sur le sport. Tu vois. Le sport, bah, c'est 1h30 ou 2 dans la journée. Et puis le reste, il y a plein de choses. Tu vois. Il y a travailler son mental, travailler son business, être une meilleure personne, donner de l'amour autour de soi. Donc là, tu as plein de champs du possible pour exceller dans ta vie. Et puis à la fin de ta vie, tu pourras la regarder et puis voilà, être plutôt satisfait de la peinture que tu auras créée. C'est ça le plus important. Mais c'est toujours se donner à fond. Donne-toi à fond et tu n'auras aucun regret. Sois une bonne personne et tu n'auras aucun regret. Moi, je sais que les personnes qui sont mauvaises, qui sont égoïstes, qui sont malfaisantes, quand elles vont crever, elles vont être là. Ouais. Non, j'aime pas. Mais c'est sûr. Oui. J'aime pas. Parce que on sait au fond de nous quand on a mal fait. On n'est pas débiles. Oui. Je pense que tout le monde a ça. Peut-être les sociopathes, c'est une maladie, tu vois. Ouais. Mais les gens normaux, donc 99% des gens, Ouais. ils savent qu'ils ont mal fait et Ça les affecte en vrai. leur ventre, il est pas détendu, tu vois. Très cool. Écoute, c'était un très bel épisode. Je pense que les gens vont découvrir une partie de Greg qui est peu présente dans les médias, etc. Nous, on a kiffé cet épisode. Merci d'être venu, Greg. Je vous en prie, les gars, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Écoute, nous, ça nous a fait plaisir et j'espère qu'on te verra sur plus de formats de ce genre-là. Les gens vont kiffer. Et merci à Julien aussi d'être là. Ouais, merci à Julien. Attentif et fiable. Un mot de la conclusion, Julien ? Merci, Greg. Merci bien. C'était cool. Très cool.